J'ai l'honneur d'ouvrir la matinée avec un thème structurant pour bon nombre de retailers, la marketplace. La marketplace, mais sous un prisme un peu particulier, sous le prisme de la maturité, parce qu'on va aborder différents sujets, l'évolution de l'offre, quelles limites à l'évolution de cette offre sur une marketplace, quelle cannibalisation s'il y en a, quelles sont les stratégies de différenciation, donc plein de thèmes à aborder avec 4 speakers d'exception, que j'ai l'honneur d'appeler sur scène pour justement échanger sur tout ça. J'ai nommé Julie de Miracle, Alice Bouquet d'Adeo, Romain de Greenwiz et bien sûr Olivier de Maison du Monde. Désolé. Alors, merci à tous d'être ici ce matin. L'objectif, en effet, c'est de parler de marketplace mature. Et quelques chiffres peut-être avant de commencer. Alors, la FEVAD publie quelques chiffres, en effet, sur la marketplace. Ça représente 14% de volume d'affaires en France. Donc, ça commence à faire un volume conséquent avec plus de 250 marketplaces sur le territoire français. Donc c'est un peu plus de 10 milliards d'euros, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même un volume d'affaires conséquent. Il y a certains sites qui génèrent bien sûr une part conséquente de leur chiffre d'affaires, sans parler d'Amazon qui va jusqu'à 60%. Vous allez peut-être nous en dire plus de votre côté, mais il y a des sites e-commerce qui génèrent énormément de chiffre d'affaires sur les marketplaces. Donc pour aborder ces sujets-là, je vous laisse peut-être dans un premier temps vous présenter et puis nous partager quelques chiffres, si vous le souhaitez, sur vos marketplaces respectives. Alice, je te laisse commencer. Oui, bien sûr. Donc bonjour, moi je suis Alice Bouquet, je travaille chez Adeo en tant que Head of Seller Services. Et donc juste pour remettre un peu de contexte, chez Adeo, aujourd'hui on a 4 marketplaces qui sont live. On a celle de chez Leroy Merlin France, Leroy Merlin Italie, Bricoman France et depuis quelques semaines on a celle de Leroy Merlin Espagne. En termes de chiffres, je ne vais pas pouvoir parler de beaucoup de chiffres en termes de chiffre d'affaires. En revanche, aujourd'hui on a plus de 1000 marchands sur les marketplaces qu'on a et on a commencé il y a 2 ans et demi. Sophie Marchissou, moi je travaille chez Miracle et je m'occupe des équipes Customer Success. Donc c'est des équipes qui accompagnent le client après la signature. Et on a des équipes un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui on est une entreprise française, donc on a bien sûr un grand écosystème d'opérateurs en France, mais on a à peu près 350 clients qui sont vraiment partout dans le monde. Et en termes de chiffres, c'est vrai qu'on a de plus en plus des opérateurs matures qui arrivent à 30, 40, 50, parfois même plus. Pourcentage de leur volume d'affaires e-commerce qui viennent de la marketplace. Et on a fait une étude consommateur, on en fait une chaque année, où on interroge des gens sur comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions d'achat en ligne, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme site, pourquoi. Et cette année, 2/3 des consommateurs déclaraient préférer faire des achats en ligne sur des opérateurs qui sont dotés d'une marketplace. Pas forcément des marketplaces Miracle d'ailleurs. Si c'est Miracle, c'est mieux. Mais et je pense que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les attentes consommateurs qui évoluent en termes d'attente de choix, d'assortiment, de disponibilité, de prix. Et donc je pense que les chiffres que tu citais sur le taux de pénétration des marketplaces, c'est aussi juste un reflet des attentes consommateurs qui évoluent et c'est plus facile pour des opérateurs e-commerce de proposer ce choix, cette disponibilité en ayant une marketplace. Bonjour, donc moi je suis Romain, je suis le fondateur dirigeant de Greenwiz. Donc Greenwiz à la base c'était un supermarché en ligne bio présent dans 7 pays, leader en Europe sur cette thématique qui depuis 1 an est en train de se transformer en une place de marché de la consommation responsable. Donc la place de marché a été déployée pour l'instant en France, elle est en train d'être déployée en Espagne. Et donc on est assez récent sur cette thématique de la marketplace puisque ça fait à peine plus d'1 an, mais on est déjà à environ 12-13% de part de marché de notre chiffre d'affaires réalisé sur la marketplace. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Olivier de Rocacera, marketplace directeur chez Maison du Monde. Et donc nous on a lancé cette plateforme il y a plus de 2 ans maintenant, enfin 2 ans, en fin 2020. Et elle est donc maintenant disponible en France, en Espagne, en Italie et donc sur le web, mais aussi en magasin, avec la prise de commande en magasin, qui peut faire un peu le lien avec notre stratégie d'enseigne. Et en quelques chiffres, c'est à peu près 450 vendeurs aujourd'hui pour 200 000 produits. Et en vente, on a communiqué il y a quelques semaines, donc je peux vous dévoiler des chiffres.
C'est 76 millions de volume d'affaires cette année, sur les 9 premiers mois de l'année, et ça représente en France un peu plus de 40% des ventes en ligne. Donc là, c'est un vrai projet structurant, en effet. Ça, c'est clair. Peut-être pour commencer, on pourrait parler souvent de la question qu'on se pose quand on veut lancer une marketplace, et en l'occurrence, vous l'êtes tous posé, c'est finalement quels sont les choix initiaux en termes d'offres que vous souhaitez réaliser. Est-ce que vous voulez plutôt enrichir les catégories existantes, lancer de nouvelles catégories périphériques? Et la question subsidiaire de tout ça, finalement, c'est de se dire, après, maintenant, vous avez tous lancé vos marketplaces il y a plus ou moins 2 ans, quelles ont été justement les réflexions que vous avez menées pour faire évoluer cette offre-là? Peut-être que je te laisse d'abord la parole pour nous parler un petit peu justement de ce que tu conseilles au sein de Miracle à tes clients pour justement lancer. Et puis je vais laisser ensuite nos amis retailers répondre pour la suite pour voir l'évolution de cette offre. Je pense que c'est une décision très stratégique et c'est très important pour n'importe quel opérateur qui se lance dans une marketplace de passer du temps, itérer en interne sur qu'est-ce qu'ils veulent faire de la marketplace. Et bien sûr, on a toujours cette discussion avec les opérateurs de catégorie cœur, catégorie adjacente. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, chacun décide sa stratégie, mais ce qu'on partage quand même, c'est que si un opérateur veut un volume d'affaires important et assez rapidement qui transite par la marketplace, il faut ouvrir les catégories cœur, ou en tout cas certaines, parce que c'est pour ça que le consommateur vous connaît, c'est pour ça qu'il vient sur le site, c'est là-dessus que vous êtes légitime. Et donc on voit vraiment une forte montée en puissance des opérateurs qui vont sur les catégories cœur. Après, je dirais que la plupart des opérateurs qui sont assez ambitieux sur leur pénétration de marketplace font les deux. Et donc il faut choisir sur les catégories cœur, ce qui est bien l'ADN avec la marque, se mettre d'accord sur le niveau de prix recherché, etc. Et puis sur les catégories adjacentes, c'est quand même une manière très agile de tester des choses, voir ce qui marche pas. Donc je dirais que la plupart des opérateurs font les deux, mais c'est important d'en débattre en interne au début. Super, merci. Alice, de ton côté, chez ADO, vous avez fait quel choix et comment ça a été porté ce choix? Oui, alors nous au début on a fait le choix de... Ce qu'on souhaitait c'était de rester en cohérence par rapport à l'offre qu'on avait en magasin et déjà en ligne, et donc rester en cohérence par rapport à ce que nos clients cherchent chez les enseignes Leroy Merlin et Bricoman. Donc on a ouvert dès le départ toutes les catégories produits qui étaient accessibles sur le 1P, on les a ouverts à la marketplace. Donc c'était la stratégie initiale. On a eu des enseignes qui ont décidé d'être plus ou moins restrictives. On a par exemple Bricoman qui est une enseigne dédiée aux pros, et du coup ils ont décidé de se concentrer uniquement sur les marques destinées aux professionnels, mais toujours sur les catégories sur lesquelles on travaillait. Et puis petit à petit, on a commencé aussi à ouvrir certaines nouvelles catégories qui étaient toujours en cohérence avec l'évidence habitat, par exemple le meuble, le linge de maison, ce qui nous permet aussi avec la marketplace de faire un test comme un laboratoire sur des catégories qu'on n'adressait pas avant, voir quelle est la réaction de nos clients et puis à terme voir ce qu'on décide de faire avec ces catégories. Merci. Romain, comment ça s'est passé de ton côté? Alors nous, au début, on avait une idée qui n'était pas une bonne idée en fait, hein, parce qu'en fait, l'idée d'ouvrir la marketplace, c'était justement de pouvoir aller sur des catégories sur lesquelles on n'était pas positionné. Et souvent parce qu'on n'était pas positionné sur ces catégories, soit pour des problématiques logistiques, parce qu'il s'agissait par exemple de gros volumes et qu'on n'était pas très bien outillés pour livrer des gros volumes, soit parce que c'était des catégories sur lesquelles qui nous posaient problème en retail, comme par exemple le textile, où on avait beaucoup d'invendus, etc. Et donc c'était des problématiques compliquées à gérer. Et donc on a lancé le projet Marketplace avec l'idée de se dire on fait une Marketplace pour avoir des nouvelles catégories de produits. Et heureusement, on a parlé avec nos amis de Miracle qui nous ont dit oulala, attention, réfléchissez quand même à ouvrir d'abord vos catégories corps. Et c'est vrai qu'en y repensant, d'un point de vue client, et c'est important toujours, je trouve, dans la marketplace de se mettre du point de vue du client, ça permet d'avoir une stratégie en 2 étapes. D'abord, d'habituer le client qui est habitué à venir sur le site et à trouver des produits dans certaines catégories. On va d'abord introduire la notion que c'est toujours les mêmes produits, mais pas seulement vendus par nous, mais aussi par des vendeurs. Et dans un deuxième temps, de lui proposer des produits qui viennent de nouvelles catégories. Donc c'est ce qu'on a fait finalement. On a commencé par les core catégories et ensuite on a étendu sur des catégories annexes. Merci. Olivier, chez Maison du Monde, je sais que vous avez pas mal réfléchi à ce sujet-là pendant longtemps aussi. Au départ, en tout cas. On fait à peu près tous la même chose. Non, nous, on a une enseigne avec une marque assez forte. Donc, dès le début, on avait la conviction qu'il fallait qu'on ait une marketplace qui soit très sélective et qui reste dans notre ADN. On ne voulait pas s'éloigner de notre image de marque et de notre ADN qui faisait la puissance de la marque. Et puis, on a regardé, on s'est posé la question du client, sous le prisme du client. Qu'est-ce que nos clients recherchent sur notre site?
et ailleurs, et qu'est-ce qu'ils consomment ailleurs dans notre secteur qui est la maison. Et avec ce constat-là, on a observé qu'il y avait sur nos propres catégories des produits ou des positionnements prix qu'ils allaient chercher ailleurs, qu'on est allé du coup renforcer via la marketplace, et puis également des catégories qui étaient dans leur budget d'achat décoration annuelle, mais qui n'étaient pas présentes chez nous. Et donc on est allé les ouvrir, donc pareil, l'offre cœur, et puis de nouvelles adjacences évidemment. Et justement, après 2 ans sur la marketplace, sur des catégories périphériques, est-ce que vous avez justement fait le choix de développer des catégories que vous ne développez pas avant avec vos propres produits? Alors, ça fait que 2 ans qu'on a lancé, mais on a déjà identifié quelques produits. Donc plus que des catégories, c'est déjà l'opportunité des produits qui ont tout de suite très bien fonctionné. Donc on s'est rapproché de nos vendeurs pour coproduire avec eux quelques produits qu'on a ensuite mis en rayon et puis sur notre site avec notre logo, notre marque évidemment. Ok, super. Ensuite, ce qui est intéressant de se demander, c'est que finalement, la marketplace, il y en a de plus en plus. Et est-ce que c'est encore possible de devenir différenciant grâce à une marketplace? Alors, peut-être, Olivier, justement, tu peux peut-être enchaîner sur ce sujet-là. Parce que l'objectif, c'est d'être différenciant, et souvent, il faut le rappeler, auprès des clients, mais aussi auprès des vendeurs, parce qu'ils ne sont pas illimités. Donc, comment vous faites chez Maisons du Monde pour faire ça? Alors, en effet, il y a de plus en plus de marketplaces sur tout secteur. Nous, déjà, l'idée, c'est de dire que l'offre, c'est la clé de la différenciation chez nous. On est une marketplace qui est très, très sélective. Et donc, on continue cette politique de sélectivité très forte. Et étant donné qu'on est à l'international, la marketplace nous permet de localiser l'offre, ce qui n'est pas le cas avec notre offre stockée. Donc, on va aller chercher des marques locales, des produits qui répondent plus précisément aux besoins des clients. Et puis notre modèle omnicanal fait qu'on accompagne le client sur le canal magasin. Et donc, on est en mesure d'accompagner le client dans son acte d'achat aussi par l'accompagnement humain, ce qui en fait une différenciation. Et puis côté vendeur aussi, c'est très important parce que les vendeurs sont de plus en plus dans une politique de rationalisation des canaux de distribution. Et donc, il faut être proche d'eux. Donc, on a une politique de rapport humain et d'accompagnement assez fort avec nos partenaires. Et puis, on leur ouvre des opportunités de marché à l'international en les accompagnant dans ce chemin qui est de développer leur vente dans plusieurs pays et qui n'est pas très développé sur notre secteur en tout cas. Vous êtes nombreux dans votre équipe justement pour accompagner ces vendeurs au quotidien? Il y a un peu plus de 30 personnes aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Merci. Et toi, Romain, tu penses quoi? C'est possible d'être différenciant encore? Ouais, moi je pense que, effectivement, je suis d'accord, il y a beaucoup de marketplaces. En même temps, si on regarde d'un point de vue un peu vertical, secteur par secteur, il n'y a pas tant de marketplaces qui fonctionnent que ça par secteur. Nous, dans le nôtre, on est les seuls à avoir une marketplace. Donc le fait d'avoir une marketplace, c'est déjà un élément de différenciation très fort. Ça nous permet d'avoir une offre là où dans un magasin bio physique, on va trouver 5000 références, nous on en a 170 000. Donc ça donne une profondeur qui est difficilement atteignable dans le monde physique et même dans le e-commerce traditionnel. Donc je trouve que c'est déjà différenciant. Après, effectivement, si on considère que la différence entre plusieurs marketplaces dans le même secteur d'activité, je pense qu'évidemment, on en revient toujours à la même chose, mais ça va être l'excellence de l'expérience client et de l'expérience vendeur. Donc c'est comment est-ce qu'on permet à nos clients d'avoir l'expérience la plus fluide possible, l'expérience d'achat la plus sans couture possible, notamment entre l'offre retail et l'offre marketplace. Et aux vendeurs, comment est-ce qu'on fait en sorte que les vendeurs puissent développer leur vente facilement sur le site et avoir une expérience de gestion simple pour eux. Merci. Et je crois qu'Alice, toi, tu as des éléments un peu différenciants aussi pour côté ADO pour justement attirer davantage les vendeurs, ou en tout cas pour leur faciliter la vie. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Nous, notre idée aussi, quand on a lancé la marketplace, c'était d'avoir une expérience marchand qui soit qualitative. Et donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on mesure tous les mois pour vérifier quelle est leur satisfaction aujourd'hui sur la plateforme. Et toutes les décisions qu'on a prises, ça a été pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre leur expérience la plus simple possible. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on a un marchand qui rejoint la marketplace, ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait avec nous une seule boutique, un seul compte, un seul contact chez nous. Et qu'avec ce contact et ce compte unique, ils puissent vendre sur les 4 différentes marketplaces qu'on a et sur les autres quand on en aura développé d'autres à l'avenir pour faciliter leur gestion, mais aussi leurs échanges en interne. Ils ont un contact et avec ce contact, ils peuvent adresser toutes leurs problématiques. Donc c'est ce genre de choses qu'on a essayé de faire pour faciliter leur expérience. D'accord. Et côté Miracle, vous accompagnez comment justement vos clients, opérateurs, mais aussi vendeurs, pour justement faciliter cette relation?
Donc, je suis complètement d'accord que c'est très important et je pense que ça va l'être de plus en plus parce que c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de marketplaces. Nous, on fait 2 choses sur ce sujet. La première, c'est qu'on accompagne les opérateurs sur ce qu'on appelle le Seller Account Management. Donc, c'est comment est-ce qu'un opérateur peut segmenter son portefeuille de vendeurs. Et l'idée, c'est vraiment de définir comment travailler avec chaque segment de vendeurs et avec les vendeurs qui sont les plus pertinents et qui génèrent le plus de volume. Comment est-ce que vous pouvez avoir une approche différenciée? Pour faire simple, ce qu'ils recherchent les vendeurs, c'est plus de volume d'affaires. Donc comment est-ce que vous les aidez à améliorer leur visibilité, avoir du dialogue sur la qualité de service, éventuellement leur faire des suggestions d'assortiments qu'aujourd'hui ils n'ont pas mais qui seraient pertinents pour vous. L'omnicanalité, c'est quelque chose qui les intéresse aussi. Et donc c'est vraiment avoir cette approche différenciée, un peu VIP avec les vendeurs à plus haut potentiel. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les opérateurs. Et après, on a créé quelque chose il y a 2 ans à peu près qui s'appelle Miracle Connect, qui est un écosystème de vendeurs et de marques qu'on met à disposition de nos opérateurs. Et on a à peu près 8000 vendeurs et marques aujourd'hui. Et on a un petit peu cette approche de segmentation des vendeurs également sur notre écosystème de vendeurs. Parce que nous aussi, on voit les vendeurs qui soit sont aujourd'hui à fort volume d'affaires où on pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et donc, on les accompagne aussi de manière différenciée en les aidant à trouver d'autres marketplaces ou en leur donnant des insights aussi de data pour les aider, eux, à développer leur business. Super. Sachant que si on revient finalement sur le positionnement et pour devenir différenciant côté principalement client, maintenant qu'on a parlé surtout vendeur, ce qu'on a pu constater suite à nos échanges respectifs pour préparer la table ronde, c'est que finalement, être différenciant, c'est pas grâce à une marketplace qu'on devient différenciant, c'est plutôt justement en adaptant sa marketplace à son positionnement de marque. Et vous avez tous un peu des critères justement de sélectivité pour respecter votre ADN qui sont assez différents. Et peut-être, Romain, je ne sais pas ce que toi tu fais justement chez Greenwiz pour que tu reflètes au maximum l'ADN de Greenwiz sur ta marketplace. Est-ce que tu as des moyens? D'abord, tu as raison. Enfin, moi, ce que je constate quand je regarde le marché, c'est que les marketplaces qui fonctionnent bien, c'est les marketplaces pour lesquels le fait d'être devenu marketplace renforce leur ADN de marque. Et donc, c'est à la fois complètement cohérent avec leur message, avec leur raison d'être. Donc, nous c'était évidemment une condition sine qua non du développement de la marketplace chez nous. Il fallait que cette marketplace dénature pas notre ADN. Donc, on était positionné avant comme un supermarché bio en ligne. Évidemment, on ne pouvait pas se mettre à vendre des jouets produits en Chine par des enfants. C'était impossible. Donc, il fallait qu'on reste cohérent avec tout ça. Donc, ça a eu un certain nombre d'inconvénients pour nous dans le développement de la marketplace. C'est qu'il a fallu effectivement définir un cahier des charges hyper sélectif, à la fois sur le choix des vendeurs et sur le choix de l'assortiment. Donc, ça ralentit la croissance de l'offre. Et ça nous donne une caractéristique particulière par rapport à un benchmark de marketplace du marché, c'est qu'on a beaucoup de vendeurs avec un nombre d'offres par vendeur plus faible que le marché. Donc typiquement aujourd'hui, on a à peu près 160 000 offres marketplace avec 750 vendeurs, ce qui donne un ratio de nombre d'offres par vendeur qui est très faible. Donc c'était une complexité supplémentaire, mais on était quelque part obligé de l'avoir si on voulait respecter notre ADN. Et le deuxième point, c'est que parfois la marketplace, ça peut être aussi un outil pour venir renforcer fortement cet ADN. Donc, je vous donne un exemple concret. Donc, nous, on vend du sec, évidemment, dans l'offre de supermarché bio, donc des produits secs. Et on a également un entrepôt à partir duquel, à Rungis, on vend du frais et des fruits et légumes. Et donc, finalement, quand on regarde les choses de manière objective, la façon qu'on a d'opérer cet entrepôt de frais et de fruits et légumes, d'un point de vue écologique, c'est un peu une gabegie, puisqu'on fait venir des produits de toute la France, qu'on stocke dans un entrepôt et qu'ensuite on renvoie en transport réfrigéré dans toute la France. Donc pas super en termes d'impact carbone. Ouais, non. Et donc la marketplace, ça va nous permettre de transformer cette offre-là en une offre de mise en relation entre nos clients et des producteurs bio de fruits et légumes et de frais à côté de chez eux, et donc de rentrer dans une logique de circuit court et finalement de renforcer encore notre positionnement et notre volonté de limiter l'impact de notre activité. Donc voilà, c'est un exemple concret de comment la marketplace peut venir soutenir encore plus l'ADN de la marque. Et toi, Olivier, côté Maison du Monde, c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple de Maison du Monde comme là aussi une sélectivité forte des vendeurs. C'est aussi pour respecter votre ADN. Comment vous sélectionnez vos vendeurs? C'est un peu comme Romain, avec un cahier des charges strict. Comment tu fais? Alors oui, effectivement, on a un cahier des charges qui est assez strict. Alors, déjà en amont, on sait assez précisément avec qui on veut travailler. Donc il y a très peu de partenaires qu'on n'avait pas identifiés qui se présentent à nous et qui on accepte. Donc on a déjà des listes de marques et de vendeurs qui sont
qui font partie de notre stratégie. Et ensuite, on a ce cahier des charges, en effet, de scoring de chaque partenaire avant de les accepter ou de les refuser. Et puis ensuite, on va un peu plus loin, on va, pour chaque partenaire, accepter ou refuser l'ensemble des produits. Donc il n'y a pas un produit qui arrive sur le site sans qu'il y ait eu une validation par les équipes Marketplace, qui sont formées, qui sont des experts désormais. Et donc ça fait vraiment une singularité sur cette partie offre. Et puis on a aussi des cahiers des charges sur la partie contenu qui sont très stricts. On a souvent le retour des marques qui nous disent que c'est très compliqué de s'intégrer chez nous. Et donc les temps d'intégration sont plus longs que chez d'autres opérateurs, mais on l'assume et c'est pour nous une des clés de notre réussite parce qu'ensuite sur notre site, l'expérience est très fluide entre un produit Maison du Monde, un produit d'un marchand. Finalement, la présentation est quasiment la même. En tout cas, on s'efforce à ce que ce soit le moins différencié. Et puis, je rejoins aussi sur l'axe RSE et qui fait partie intégrante de notre stratégie de marque Maison du Monde. On a un exemple concret, on a lancé un label RSE en février pour nos propres produits. Et maintenant qu'on est une marketplace, on a aussi ouvert au marché et ce label permet aussi d'aller tirer les marques vers des critères très sélectifs et très précis sur des normes sociales et environnementales. Et donc ça donne du rayonnement et une action qui est plus large que notre propre marque, et donc un impact plus important au sein de notre secteur. Et tu m'as parlé de quelque chose qui me parle justement moi en termes de consultant, c'est d'un fameux scoring par produit qui permet justement de sélectionner de façon peut-être un peu plus rapide et plus macro chaque produit chez chaque vendeur. Donc tu intègres quels éléments dans ton scoring justement pour... Alors c'est un scoring ça au niveau des vendeurs. Et donc on va regarder tout d'abord leur niveau de qualité perçu sur les avis clients qu'on peut observer, la complémentarité de leur positionnement par rapport à notre marque, des critères de pricing, de positionnement prix également, et puis voilà, d'expérience utilisateur au global. Ok. Et Alice, de ton côté, si en plus de ça, je te rajoute un volet omnicanal, est-ce que côté ADO, justement, comment vous faites déjà pour refléter votre ADN? Et puis, est-ce que vous commencez à réfléchir, maintenant que ça fait, bon, là aussi, c'est relativement faible, c'est 1 an et demi, 2 ans, mais est-ce que vous commencez à réfléchir à comment intégrer de l'omnicanalité, justement, dans vos magasins plutôt? Oui. Alors du coup, sur l'aspect sélection des marchands et comment on les fait intégrer notre ADN, aujourd'hui on va être sélectif sur l'origine de nos marchands. On va uniquement souhaiter intégrer des marchands européens pour plusieurs raisons, pour des raisons de qualité de produit, mais aussi pour des raisons de délai de livraison. On ne souhaite pas proposer sur la marketplace des délais de livraison, par exemple quand des produits viennent d'Asie qui est plus d'1 mois de délai de livraison, c'est pas ce qu'on considère être une bonne expérience client. Et ensuite, quand on va intégrer nos marchands sur la marketplace, on va aussi être très exigeant avec eux sur justement tout cet aspect expérience client. Donc comment va se passer la livraison, comment va se passer le service client après, puisqu'en fait c'est plus nous qui gérons le service client en direct, mais c'est notre marchand qui le fait entre guillemets en notre nom. Donc on va être très exigeant sur leur qualité de service là-dessus, parce qu'on veut assurer une bonne expérience client quand les clients achètent sur la marketplace. Et la troisième chose qu'on fait aussi, avant de répondre sur la partie omnicanalité, c'est que sur les nouvelles catégories qu'on ouvre, on va aussi être beaucoup plus exigeant sur la qualité des produits. Par exemple, quand on a ouvert le meuble ou le linge de maison, on a demandé à ce que la sélection qui soit ajoutée là-dessus ait des labels Ecotech pour, par exemple, certains produits, pour assurer que sur des catégories qu'on ne propose pas, nous, sur le 1P, on ait des produits de qualité sur la marketplace. Et donc, pour répondre à ta question sur l'omnicanalité, effectivement, quand nos marchands rejoignent notamment Leroy Merlin, c'est une enseigne qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, et ils ont beaucoup d'attentes sur la partie omnicanalité. C'est ce qu'ils souhaitent développer avec nous, et donc c'est des sujets qu'on a identifiés depuis le début et sur lesquels on travaille. On commence à faire des tests sur comment faire livrer les produits marketplace par exemple en magasin, comment mettre en place les retours avec le magasin, parce qu'aujourd'hui nos clients ils ont l'habitude de rendre leurs produits en magasin et d'aller les chercher en magasin, donc il faut en fait arriver à intégrer la marketplace dans le parcours client qui est fait aujourd'hui et dans les habitudes du client. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, on est en train de tester, mais on n'a rien pour le moment encore de très concret à partager. Merci. Et c'est vrai que ça pose la question du SAV aussi, parce que vous la suivez de façon quotidienne sur la marketplace, mais une fois que finalement on intègre ça aussi en magasin, le SAV il se passe chez qui du coup? Auprès de Leroy Merlin ou auprès du vendeur directement? Ça pose aussi, je suppose, des problématiques à ce sujet-là. Exactement. Est-ce que tu as des exemples, toi Sophie, chez Miracle justement de marketplace, enfin plutôt d'enseignes qui auraient intégré des éléments d'omnicanalité?
Oui, alors c'est amusant parce que je pense que si j'avais eu la question il y a 3-4 ans, on en aurait eu quelques-uns, mais relativement peu. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs qui se lancent dès le début avec une dimension d'omnicanalité ou qui l'ajoutent rapidement. Et je suis complètement d'accord avec Alice. Je pense qu'il faut comprendre ce qui est important dans le parcours client existant de l'enseigne et répliquer ça pour la marketplace. Parce que l'omnicanalité, c'est quand même plus de travail, souvent plus de développement technique, il faut embarquer une force de vente de magasin, etc. Donc c'est pas rien comme effort. Mais je pense que pour préserver l'intégralité de l'expérience client, l'ADN de marque, c'est important. Alors un exemple intéressant pour moi récent, c'est un exemple outre-Atlantique. Donc on a lancé il y a 2 mois à peu près Macy's, qui est une grande enseigne de grands magasins aux États-Unis. Et c'est un mastodonte. Enfin, ils ont 500 boutiques, un peu plus de 8 milliards de chiffres en ligne. Et pour eux, c'était vraiment indispensable que dès le début, les retours en magasin des items marketplace soient possibles et que le programme de fidélité soit intégré dans le parcours client pour les articles marketplace. Pour les retours magasins, c'est parce que l'immense majorité de leurs retours d'achat en ligne aujourd'hui se font en magasin, un petit peu comme sur ADO. Et du coup, ils veulent garder cette interaction client parce que chaque client qui revient en magasin, en fait, c'est un énorme avantage pour un distributeur. C'est une occasion de revendre quelque chose au client, d'avoir une interaction avec lui. Et donc, dès le début, ils ont voulu faire le retour de produits marketplace en magasin, ce qui n'est pas rien parce que ça veut dire embarquer les 500 en magasin, expliquer à la force de vente comment traiter ces clients qui reviennent avec des produits qui n'appartiennent pas à Macy's, après gérer toute la logistique de comment est-ce qu'on renvoie tous ces produits aux vendeurs. Et sur le programme de fidélité, c'était un petit peu la même chose. Eux voient ça comme un vrai axe de différenciation par rapport à d'autres enseignes ou un Amazon, par exemple, aux États-Unis. Et du coup, dès le début, dans leur négociation avec les vendeurs, ils ont intégré dans le taux de commission la participation obligatoire au programme de fidélité. Donc, ils ont dit aux vendeurs, notre taux de commission va être un petit peu plus élevé peut-être que ce que vous avez dans d'autres enseignes. Mais vous participerez dès le début au programme de fidélité qu'on voit comme un vrai avantage de taux de conversion en fait, de transaction. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'ils n'ont vraiment pas voulu transiger sur ces 2 aspects de l'expérience client. Donc ça reste quand même quelque chose de rare encore, en tout cas peut-être en France, tu n'as pas d'exemple particulier encore à ce stade? Bon, si, je pense qu'on a autour de la table, Maison du Monde également, je pense, innove là-dessus et vous faites plein de choses, Store to Web. Donc, non, je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font de l'omnicanalité avec la marketplace. Maintenant qu'on sait finalement comment devenir différenciant, en tout cas comment renforcer son ADN grâce à la marketplace, la question qu'on peut se poser après quelques années d'expérience, c'est de se dire mais jusqu'à quelle limite finalement, jusqu'à quelle limite on peut aller rajouter des offres sur son site, surtout qu'on a des niveaux de sélectivité comme vous avez chez vous. Est-ce que vous fixez des limites justement pour se dire bah, là ça va, on en a assez? Parce qu'à quel moment, finalement, et est-ce que ça cannibalise l'offre 1P, donc votre offre, finalement, intégrée directement chez vous? Alice, tu t'en penses quoi, toi? T'as justement des limites là-dessus? Ça, c'est une vraie question et on se l'est beaucoup posé. Alors, sur la partie limite, moi, je ne pense pas qu'il y en ait, ou alors en tout cas, on ne l'a pas atteinte, ça c'est sûr. On est vraiment encore dans une phase de croissance en termes de marchands et de sélection sur les différentes marketplaces qu'on a. Probablement qu'à un moment donné ça va ralentir, mais dans tous les cas il faudra continuer à rester alerte sur le marché parce que les marchands parfois sont récents, viennent d'arriver, il y a des nouveaux produits et il faut être réactif pour pouvoir les intégrer rapidement sur la plateforme parce que c'est quand même l'intérêt de la marketplace, c'est de pouvoir vendre des produits beaucoup plus vite que ce qu'on ferait historiquement en magasin. Et sur le sujet de la cannibalisation, ça a été une vraie question, c'est toujours une peur quand on lance une marketplace de se dire ok mais on va avoir en fait finalement un concurrent en direct sur notre site, comment on va gérer ça? Dans les faits, on a regardé les chiffres. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a de l'historique et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de cannibalisation. En revanche, la marketplace, ça permet d'attirer des nouveaux clients. C'est ce qu'on a observé et que les clients qu'on avait déjà aujourd'hui n'ont pas switché du retail à la marketplace, mais en fait, on continue à acheter en retail et achète aussi en marketplace. Donc, ça fait des paniers moyens plus gros. Donc, en conclusion, on n'a pas observé de cannibalisation. Et tu dis que finalement vous continuez de recruter beaucoup de vendeurs, donc il y a des nouveaux vendeurs qui apparaissent assez quotidiennement aussi alors au sein de Miracle. Voilà, vous arrivez à recruter un vivier quand même qui reste stable et qui augmente même de mois en mois finalement.
Oui, oui, complètement. Là, on en a un peu plus de 1000 en 2 ans et demi, donc ouais, Ça va vite. on prévoit de continuer à grossir pour l'année prochaine. Ok. Et côté Maison du Monde, Olivier, toi, tu te donnes des limites justement sur cette offre. Tu penses que tu as atteint le plafond déjà? On ne se fixe pas encore de limite. En fait, on continue à regarder quel est l'équilibre de l'offre qu'on a sur le site. Et pour l'instant, il y a encore des endroits, des zones qu'on souhaite combler. Et donc, tant qu'on a des zones à combler, que ce soit en termes de positionnement prix, type de produit, on continue. Donc, on est encore dans une croissance de l'offre. Et aussi, à l'international, on va chercher des vendeurs locaux. Donc, on est dans une croissance et des niveaux de maturité différents selon les pays. Et puis, sur la cannibalisation, pour moi, le problème est... il ne faut pas se poser forcément cette question-là, il faut plutôt se poser la question de comment évolue cet environnement concurrentiel au sein de mon site et en tant que marque, en tant qu'enseigne, qu'est-ce que j'en apprends et est-ce que je l'utilise comme un laboratoire pour me reposer la question sur mes propres façons de faire, politique commerciale, politique tarifaire, et être capable de prendre en compte ces éléments pour s'adapter. Pour moi, c'est plus important que d'essayer de chercher la cannibalisation. C'est cette agilité qu'on doit avoir en tant qu'enseigne par rapport à ce nouvel écosystème. Et également, on a lancé d'innombrables études pour essayer d'identifier cet élément. Rien ne nous a prouvé qu'il y en avait de la cannibalisation, donc on essaie plutôt de prendre un autre prisme et de se dire qu'est-ce qui est intéressant et qu'on devrait essayer de répliquer ou en tout cas qui permet de nous améliorer nous-mêmes. Et est-ce que vous challengez justement les vendeurs que vous avez ou les produits que vous mettez sur la marketplace? Ça vous arrive d'en retirer pour être remplacé par d'autres en vous disant finalement la performance n'est pas au rendez-vous ou vous décidez de challenger un peu votre offre? Alors oui, déjà on est donc très sélectif dès le départ et puis petit à petit on se repose toujours la question des produits du vendeur. Déjà le premier axe qu'on regarde c'est la qualité et donc dès qu'on observe qu'il y a des produits ou des typologies qui décrochent par rapport au reste de leur catalogue, tout de suite on les fait retirer. Et ensuite sur la performance, on échange avec eux et si on estime que c'est plus pertinent d'avoir le produit, on les retire également. D'accord. Et toi Romain, chez Greenwiz, c'est quoi vos stratégies d'offre là-dessus? Ouais, alors nous, on a fait le choix en fait dès le début de pas penser à la cannibalisation en se disant toujours pareil d'un point de vue client. En fait, nous, l'essentiel, c'est qu'une fois qu'on a fait venir le client sur le site, et Dieu sait que c'est de plus en plus cher de faire venir ses clients sur le site, on a juste envie qu'il trouve le meilleur prix sur le site et pas qu'il aille le chercher ailleurs. Donc ça veut dire en fait qu'on a complètement ouvert la concurrence entre l'offre retail et l'offre marketplace et on se laisse concurrencer volontiers par des marchands s'ils sont capables de vendre moins cher que nous. Parce qu'encore une fois, il vaut mieux que le client achète chez un autre marchand sur notre site que sur un autre site. Donc voilà, donc ça c'était notre politique dès le début. L'avantage aussi de ça, c'est que ça nous a permis de nous rendre compte qu'on est parfois un peu prétentieux sur notre qualité d'achat et qu'en fait on avait des vendeurs qui achetaient beaucoup mieux que nous. Donc sur l'offre retail. Donc ça permet aussi, c'est intéressant parce que ça permet de faire en sorte que l'offre retail se nourrisse aussi un peu de l'expérience marketplace. Et puis après, sinon sur la dimension client, c'est vrai que nous on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on avait quand même une cible client qui était assez définie, qui était un peu toujours la même sur la partie supermarché bio en ligne. En résumé, c'était une femme entre 25 et 45 ans avec un enfant. Voilà. Okay. Et on avait du mal à sortir de cette typologie de clients. Et donc l'avantage, c'est que l'ouverture de la marketplace, ça nous a ouvert des nouvelles catégories qui attirent des nouvelles typologies de clients. Donc parfois d'une clientèle plus masculine, plus jeune ou plus âgée que notre clientèle habituelle. Et on se rend compte effectivement en regardant nos statistiques qu'on arrive ensuite à faire racheter ces gens-là sur notre offre historique. Donc finalement, c'est ouvrir de nouvelles catégories via la marketplace, ça a été un moyen d'élargir notre audience client et d'aller chercher d'autres typologies de clients que ce qu'on avait à l'origine. Donc voilà, pour nous, on est loin de la cannibalisation. Au contraire, c'est plutôt un outil qui permet d'aller plus loin. D'accord. Donc on peut presque se dire que finalement, sur le premier achat, il peut y avoir une cannibalisation, mais finalement, si on arrive à fidéliser derrière le client, ça reste du plus, de l'acquisition supplémentaire et de l'incrémental. Ouais, et puis c'est même pas, pour moi, c'est pas de la cannibalisation encore une fois. C'est juste qu'on a offert au client le meilleur prix, mais il n'est pas chez nous. Mais, ok. Voilà. Génial. Et c'est vrai que dans tout ça, on voit bien, tu parlais des achats, justement, ça te permet de challenger aussi les achats. Et on voit bien que, encore une fois, c'est un modèle hyper structurant, il faut y réfléchir, que ce soit en termes d'offres, que ce soit en termes de positionnement. Et finalement, il y a un vrai change management aussi à apporter lorsqu'on lance une marketplace. Et finalement, je ne sais pas si ce change management, il faut le conserver ou si c'est juste une problématique de lancement. Sophie, toi, de ton côté, tu conseilles quoi à tes clients dans le change
justement quand ils veulent lancer une marketplace et qui veulent conserver justement ce change dans la durée? Alors le change, c'est toujours un sujet, et donc l'exemple de Romain, on le voit dans beaucoup de marketplaces où il y a toujours un petit peu des tensions parce qu'on remet un petit peu en cause les manières historiques de travailler, donc c'est normal qu'il y ait besoin de change. Ce qui marche bien, alors une chose qui va paraître évidente, mais nous on voit vraiment une dichotomie dans le succès des projets marketplace entre ceux qui ont vraiment un fort sponsorship du projet en interne et ceux où c'est une des 22 initiatives de l'année prochaine et du coup au moindre obstacle, le projet va être dépriorisé ou les gens vont un peu abandonner. Alors que quand il y a un sponsorship fort en interne, que l'initiative est communiquée comme une priorité, je pense que c'est le cas de tout le monde autour de la table, la marketplace marche beaucoup mieux. Et après, il y a toujours un petit peu une dimension de change entre les équipes marketplace d'un côté, puis les équipes soit achat, et puis dans d'autres enseignes, c'est aussi des équipes produits, parce que parfois, il y a des enseignes qui designent et produisent leur propre collection. Et je pense que c'est très important, alors en amont, donc au début du projet, de prendre le temps de s'aligner et de dire presque catégorie par catégorie, qu'est-ce qu'on veut comme rôle pour la marketplace, et de définir un peu des guidelines aussi de ce qui est possible et pas possible avec la marketplace. Et après, laisser l'équipe marketplace dérouler, il faut vraiment avoir l'effet d'échelle et donc donner un peu de liberté à l'équipe de marketplace. Après, dans les cas où ça marche très bien, en fait, il y a un dialogue quasi continu entre les équipes de catégorie ou d'achat et les équipes marketplace. Donc ça peut être un meeting mensuel, par exemple, où les équipes achats vont dire « Ah, ben, tel produit, telle référence, j'ai vu que c'était en vogue, est-ce qu'on peut le trouver en produit marketplace ?» Par exemple, un exemple concret, c'est en Allemagne, on a vu un énorme boom des ventes de radiateurs d'appoint, des petits radiateurs électriques, au début de la crise énergétique, parce que je pense qu'il y avait une vraie préoccupation des Allemands de se dire on ne pourra peut-être pas se chauffer cet hiver. Et c'est difficile à faire d'un coup, de mettre plein d'assortiments en 1P de ces petits radiateurs d'appoint. C'est beaucoup plus facile à faire en 3P. Donc un peu un dialogue constant et inversement que les équipes marketplace remontent aux équipes achats ou produits, ce qui marche bien pour éventuellement développer des produits en interne. Donc ça c'est important. Et je pense à la dernière dimension du change, où on voit de plus en plus d'opérateurs matures se pencher là-dessus, c'est la question des objectifs individuels ou des structures de bonus et de comment intégrer la marketplace pour qu'il y ait un petit peu un objectif commun sur lequel tout le monde travaille. Et on a quelques opérateurs matures où ça va jusqu'à, par exemple, avoir un responsable de catégorie qui a des objectifs de volume d'affaires et de rentabilité sur sa catégorie. Et après, la marketplace, c'est un outil pour y arriver, mais c'est pas une fin en soi. Et du coup, le responsable de catégorie peut travailler avec l'équipe marketplace et dire cette sous-catégorie, j'ai du mal à avoir mon niveau de rentabilité souhaité ou visé. Est-ce que la marketplace peut m'aider ? Pareil sur le volume d'affaires, mais vraiment d'avoir une approche intégrée. Et la marketplace, c'est juste un outil pour l'enseigne, pour arriver à ce qu'ils veulent, à la fois en termes d'objectifs financiers, d'image de marque, etc. Ok, un vrai impact du change en effet, et plein de choses à mettre en place. De ton côté, Alice, tu parlais un petit peu aussi des magasins qui craignaient un petit peu cette concurrence avec la marketplace. Ça devait être un vaste sujet aussi chez vous, ce change ? Oui, ça a été un gros sujet. En fait, comme je pense que je le mentionnais tout à l'heure, la marketplace, au début, ça peut faire un peu peur parce qu'on amène un concurrent direct en interne. Et alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Sophie, et j'insisterai davantage en plus sur la partie vraiment communiquer, en fait. Essayer d'expliquer pourquoi on lance la marketplace, quel va être l'intérêt, en quoi ça va nous aider à tous grandir, qu'est-ce que ça va apporter à nos clients. Parce qu'en fait, derrière, une fois qu'on est tous alignés sur l'objectif global qui est d'améliorer l'expérience client, de proposer des produits que le client cherche qu'on n'a pas aujourd'hui, en fait, on arrive à embarquer toutes les équipes et à avancer sur le projet. Et nous, c'est ce qu'on a vu au bout de quelques temps, en fait, en magasin. Ça a été un vrai levier pour les personnes en magasin parce que quand ils proposent des produits aux clients et qu'ils réalisent qu'ils ne l'ont pas en magasin, en fait, ils ont une solution backup qui est en fait, on l'a sur la marketplace et vous pouvez la commander ici. Ce qui est quand même vachement mieux que de dire en fait, on n'a pas d'autre solution. Du coup, on l'a vu et on a eu des témoignages de personnes en magasin qui disent qu'aujourd'hui, ils se l'approprient et c'est ce qu'ils utilisent comme un outil de vente aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est un super exemple parce que ça montre vraiment l'intégration de la marketplace dans tout le système de vente du produit.
Et toi, Romain, côté change, je crois que c'était un peu particulier de ton côté. Enfin, particulier, en fait, on est une petite structure, donc comme on est moins de 300, donc c'était assez simple. C'est moi qui portais le projet, donc c'est pareil, ça aide un peu quand, quand le sponsor est à la tête de l'entreprise. Donc on a quand même eu pas un souci, mais il a fallu évangéliser un peu de nous. C'était les filiales étrangères qui étaient moins réceptives que la France sur le sujet. Après, pour revenir sur ce que disait Sophie, je crois beaucoup aux interactions entre l'équipe achat et l'équipe marketplace. Chez nous, c'est une réunion hebdo qu'ils ont obligatoire, voilà, qu'on a rendu obligatoire au début. Maintenant, ils sont contents de la faire. Et ils échangent beaucoup, effectivement. Ils apprennent les uns des autres, ils améliorent les deux. Et aussi, on a utilisé une petite astuce au démarrage, c'est de dire en fait. Les garants du cahier des charges, c'est l'équipe achat, parce que c'est ceux-là qui sont là depuis 15 ans, qui connaissent très bien les catégories, le positionnement. Donc quelque part, ça les a valorisés, même à l'intérieur du projet Marketplace, parce qu'ils ont eu un vrai rôle à jouer pour aider l'équipe Marketplace à bien choisir les typologies de produits qu'on voulait référencer. Donc ça a un petit peu aidé au change management également. Et comment tu as fait justement pour les catégories périphériques que vous n'aviez pas en portefeuille? Tu les as rattachées à des acheteurs? Non, les catégories périphériques, elles sont gérées directement par l'équipe Marketplace. D'accord, ouais. Ok. Et côté Maison du Monde, est-ce que tu as eu des éléments particuliers sur le change de ton côté? Je rejoins ce qui a été dit plus tôt. Peut-être pour compléter, en effet, en magasin, ça a été un changement important parce que c'est quelque chose de nouveau et puis le vendeur est en contact avec le client tout de suite. Et finalement, cette partie de l'incentive à vendre le produit, ça a été un acte fort dès le début de dire que le vendeur en magasin vende un produit Maison du Monde ou d'un vendeur, finalement la rémunération sera la même. Et ça a été clé dès le début pendant l'appropriation pour ne pas différencier les ventes. Et énormément de formation, d'accompagnement sur le terrain. Et puis, ceux qui ont compris le modèle et se le sont appropriés, c'est les vendeurs qui nous disent maintenant je ne peux plus dire non à un client. Et ça, c'est la plus belle remontée du terrain. Ils nous disent merci, maintenant je ne peux plus dire non à mon client et donc je peux lui vendre le produit qu'il souhaitait ou qu'il souhaite acheter. Ah, ça les avait convaincus. En plus de l'incentive, là, c'était. Mais c'est un travail qui est perpétuel, c'est-à-dire que l'appropriation de l'offre, une offre qui est massive, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, et donc c'est un travail qui est régulier et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ouais, ça se fait pas au début, on se dit on est tranquille derrière, il faut quand même continuer de mettre des routines, comme des réunions justement systématiques peut-être toutes les semaines, etc., pour que ça continue ce change. Exactement. Et puis tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que pour en revenir à l'ADN de la marque, on disait tout à l'heure, mais nous, pour évangéliser l'équipe, en fait, ça a été important de montrer comment est-ce que le fait de développer la marketplace, justement, ça venait s'inscrire dans notre vision, dans notre raison d'être, et le fait de devenir, c'était aussi une réponse à une demande client, comme ça a été dit, parce que les gens nous réclamaient d'autres typologies de produits que ceux qu'on leur vendait. Donc voilà, à partir du moment où l'équipe comprend que c'est dans l'ADN, que ça fait partie de la vision et de la raison d'être de la boîte, c'est quand même beaucoup plus facile. Tout à l'heure, Sophie, tu parlais en effet de crise climatique, ou enfin en tout cas de crise énergétique. Et c'est vrai que ça pose aussi la question de savoir si la marketplace peut vraiment être un outil justement pour répondre à la conjoncture, alors que ce soit une conjoncture en effet énergétique, inflationniste, mais aussi peut-être pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, en particulier sur la RSE. Tu donnais un petit exemple aussi tout à l'heure, Romain, sur le sujet. Je ne sais pas si toi, Alice, ça t'a permis finalement de faire bouger les lignes, ou en tout cas tu penses que c'est une solution pour permettre de répondre à cette crise, la marketplace? Alors oui, je pense que ça peut aider. Du coup, je ne vais pas avoir une réponse à l'inflation, mais ce qu'on a observé, nous, surtout, par exemple, c'était pendant le Covid. Quand on a lancé la marketplace Leroy Merlin France, c'était le 4 mai 2020, donc je pense qu'on s'en rappelle. Enfin, pour tout le monde, on était en confinement. Et donc on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement sur la partie impayée, évidemment, parce que tous les conteneurs étaient bloqués, etc. Et chez nous, la saison le jardin, elle démarre à cette période-là. En plus, on a eu un confinement très beau, donc les gens ont voulu acheter du jardin. Et la marketplace, ça a vraiment permis d'aider à ce manque de stock qu'on avait, nous, en fait, en impayé, parce qu'on a eu des marchands qui avaient du stock, qui ont pu vendre les produits. Et du coup, ça a très bien fonctionné sur cette période-là et ça continue de bien marcher. Mais à ce moment-là, ça a vraiment permis de pallier en fait à un manque de stock que nous on avait, et ça a aussi permis d'accélérer l'adoption de la marketplace au sein de l'entreprise, parce qu'en fait tout le monde a vu l'intérêt, puisque finalement on pouvait être beaucoup plus réactif, puisqu'on avait moins ces problématiques d'approvisionnement, et que si un marchand avait du stock, il pouvait créer son produit quasiment dans la journée et le vendre, et du coup ça permet de montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite avec la marketplace, et c'est complémentaire et ça peut aider à des problématiques de stock qu'on rencontre parfois en MP. Donc ça t'a aidé au change aussi finalement?
finalement, ça a aidé au change, ouais. Il faut bien que ça ait des avantages. Et toi, Romain, c'est surtout un moyen peut-être d'enrichir ton positionnement RSE, la marketplace, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Oui, enfin, il y a les deux aspects aussi. Sur la partie inflation, évidemment, c'est une aide quand même parce qu'encore une fois, comme les vendeurs nous challenge sur la dimension pricing, on est sûr d'avoir le prix le plus bas. Et donc, quelque part, en ce moment, dans une logique d'inflation, c'est sûr que les clients cherchent beaucoup les prix bas, donc c'est intéressant. Bien sûr. Après, sur la RSE, sans vouloir partir dans un discours ultra écolo, juste dire quelque chose, c'est que l'évolution du monde dans les années à venir, aujourd'hui, l'écosystème e-commerce en tant que tel, c'est-à-dire vraiment e-commerce traditionnel, répond pas complètement aux enjeux RSE et on ne sait pas vraiment comment il va y répondre dans les années à venir. La marketplace, je l'ai dit tout à l'heure, à l'inverse, nous on a une feuille de route 2030 qui est une feuille de route un peu engagée sur le fait de devenir une entreprise régénératrice, donc c'est au-delà de la RSE. Bon, la marketplace, c'est vraiment un outil de mise en relation. Donc ça porte en soi le concept de mise en relation, notamment plus locale. Et bon, moi je crois beaucoup à l'avenir que justement on va revenir à des choses plus locales pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et c'est vrai que pour ça, c'est un super outil. Donc nous, la première étape, c'est de le faire effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le frais, les fruits et légumes. Mais on réfléchit quand même demain à essayer de plus en plus d'avoir une offre de marchands proche des gens et d'essayer de développer comme ça du commerce de proximité en utilisant l'outil qui est la marketplace. Donc pour moi, c'est vraiment un outil d'avenir par rapport à ces problématiques de RSE. Voilà. Ouais, ça permet vraiment de mettre en relation les fournisseurs engagés et tes clients qui sont aussi engagés. Oui, et en plus avec une dimension locale qui est importante. Ouais, génial. Et toi, Olivier, c'est une réponse à cette crise, la marketplace, d'après toi? Oui, je rejoins aussi les points sur la partie commandabilité et rupture de stock où la marketplace vient renforcer et compléter, contrebalancer les effets de rupture. Nous, on le voit aussi en ce moment, cette année, avec la crise et l'inflation qui augmente de mois en mois. Et le fait que sur notre propre produit, c'est plus difficile d'adapter un pricing à court terme. Alors qu'avec la marketplace, on peut se dire on va tester des positionnements prix plus bas pour répondre à la demande de nos clients qui ont un budget plus faible à allouer à leur décoration et à l'ameublement. Donc c'est une réponse court terme qui n'est pas possible avec nos propres produits, qu'on va chercher via les vendeurs. C'est ça, donc c'est plus compléter les quartiles finalement que vous couvrez peut-être pas tout à fait avec votre collection 1P avec les vendeurs. Exactement. Ok, super. Et toi, Sophie, tu as justement des exemples de clients peut-être ou même une opinion justement plus largement sur le fait que la marketplace réponde à ces enjeux Oui, je pense qu'à la fois sur l'inflation et sur le RSE, on a vu que la marketplace pouvait être un vrai outil très agile en fait, qui permet de vraiment répondre au changement des attentes consommateurs immédiatement. Donc sur la question du niveau de prix, c'est un peu ce que disait Olivier, mais c'est relativement facile de dire dans les catégories où on m'attend, si les consommateurs veulent une offre un petit peu plus entrée de gamme, je vais la mettre de manière opportuniste au moins pour un moment. Et on a même vu des opérateurs changer les règles de buy box. C'est peut-être un peu technique, mais la buy box, le concept, c'est qu'il peut y avoir plusieurs offres sur un même produit. Mais en fait, l'opérateur décide qui gagne la buy box. Et il y a pas mal d'opérateurs qui disent, par défaut, ça va être mon produit 1P. Et puis ensuite, si mon produit est en rupture de stock, par exemple, les produits marketplace prennent le relais. Et donc, il y a des opérateurs qui se posent la question, c'est un peu ce que disait Romain, dire sur le même produit, peut-être qu'en fait, s'il y a un meilleur prix disponible et que ce n'est pas mon prix moi d'achat, tant pis, il vaut mieux que le consommateur trouve le meilleur prix sur ma plateforme parce que de toute façon, il y a quand même pas mal de transparence en ligne. Donc si moi, je n'ai pas le meilleur prix, il va plutôt aller l'acheter sur une autre plateforme. Et l'autre dimension, je trouve intéressante avec cette crise, à la fois RSE et de pression sur le panier du consommateur, c'est le reconditionné. Et on voit vraiment un envolement du reconditionné dans toutes les catégories. Donc ça peut être la mode, ça peut être l'électronique, ça peut être l'électroménager, le sport, où je pense que c'est super parce que ça répond à la fois à des attentes RSE des consommateurs, une histoire reconditionnée, et en même temps, en général, c'est un positionnement prix pour le même article qui est en deçà du prix initial. Et donc, on a beaucoup d'appétence des opérateurs pour trouver des vendeurs qui soient fiables sur le reconditionné. Et donc, dans Miracle Connect, par exemple, c'est un de nos axes prioritaires, c'est trouver des vendeurs de qualité, parce qu'il ne faut bien sûr pas transiger sur la qualité de service, mais qui proposent des offres reconditionnées.
Romain, justement, tu utilises la marketplace toi aussi sur les produits reconditionnés. Tu as un volume de produits qui reste Ouais, ça marche conséquent. bien. Et juste, je pensais à un autre truc, excuse-moi, qui n'a rien à voir. Hein. Je ne veux pas que je ne veux pas répondre sur le reconditionné. Ça marche bien le reconditionné. Mais c'est juste qu'il y a aussi un autre aspect qui est intéressant quand on a un site e-commerce et qu'on rajoute une marketplace par rapport à l'inflation, c'est que ça nous donne des marges de manœuvre, nous, en termes de marge, qui nous permettent ensuite d'être plus agressifs sur les produits, notamment de notre offre en interne. Et un des leviers, au-delà du fait que le modèle marketplace en lui-même est intrinsèquement plus rentable chez nous, en tout cas, que le modèle e-commerce, c'est la dimension retail média. Un peu. C'est-à-dire, en fait, ce que j'appelle retail média, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne suis pas très technicien là-dessus, mais c'est le fait qu'auparavant, on commercialisait beaucoup d'espace sur notre site auprès de nos fournisseurs. Donc, en fait, on leur disait, voilà, si vous voulez être en tête de gondole, ça coûte tant, etc. Donc ça représentait un certain volume d'affaires, un certain chiffre d'affaires, qui est en général qui est de la marge nette, hein, finalement. Et aujourd'hui, avec le fait d'avoir 750 marchands en plus, on ouvre encore plus les possibilités sur ce type de commercialisation. Et donc, on va chercher des revenus supplémentaires aussi sur cette dimension-là. Et ces revenus supplémentaires, ils nous donnent des marges de manœuvre, encore une fois, pour être plus agressifs d'un point de vue pricing. C'est aussi un effet... on va dire un effet de bord de la marketplace positif quoi, sur la thématique du positionnement prix. Quoi. Et tu as beaucoup de vendeurs justement qui veulent être mis en avant Oui, il y a beaucoup de vendeurs qui veulent être mis en avant, absolument. Ok, parfait. Je ne sais pas si il y a peut-être, il reste 4 minutes, je vois sur le prompteur. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires que vous souhaiteriez poser. C'est le moment. Avec mon slide kit, j'ai une petite question. Tout à l'heure, on parlait que tout le monde commence à mettre en place des marketplaces. Ça devient un must-have pour nous aujourd'hui, retailers. Et on se rend compte que la différenciation vient par des petits acteurs. Les gros acteurs, on va tous les avoir sur nos marketplaces. Aujourd'hui, l'intégration, quand on parle avec des petits vendeurs, ils disent que c'est très compliqué de rentrer à la Redoute, Maison du Monde, parce qu'il y a un volume d'affaires minimum, un certain nombre d'articles. Quels sont les dispositifs aujourd'hui que vous mettez en place pour réussir à accueillir cette offre différenciante? Et globalement, une question, après vous ne pourrez pas forcément partager, mais est-ce que vous avez modélisé le coût d'intégration d'un vendeur aujourd'hui et de son suivi? On voit que chez Maison du Monde, il y a un très gros suivi qui est fait et les vendeurs sont très contents de votre suivi. On en parlait hier. Bon, voilà ma question. En effet, les gros vendeurs sont souvent sur plusieurs plateformes. Et c'est pas là où il y a la plus grande différenciation de l'offre. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est sur un marché où finalement, il y a encore un travail à faire sur la digitalisation des acteurs et sur le modèle marketplace ensuite. Et donc, on essaye en tout cas d'aller attirer des marques qui ne sont pas encore sur ce modèle-là. Et oui, on passe plus de temps à expliquer le modèle, le fonctionnement, tout dans le détail. On ne regarde pas le coût, pour être honnête. On n'est pas là pour faire la course à intégrer un vendeur le plus vite possible. Parce que pour nous, ça a une grande valeur d'aller chercher ces marques, ces produits qui ne sont pas disponibles et de les rendre disponibles aux clients. Et ensuite, on a des plans de communication qui intègrent ces petites marques, ces artisans, pour leur donner de la visibilité au même titre que des gros vendeurs qui, eux, naturellement, par leur puissance de l'offre, y arriveront plus facilement. J'ajouterais aussi que, du coup je suis assez alignée avec ce que tu as dit, on a une approche assez similaire. Nous sur l'intégration des marchands, on va les aider sur leur partie intégration technique, ajout de sélection, quel que soit le profil. En fait aujourd'hui on a 3 profils principaux de marchands. On a des marchands qui sont intégrés avec API, avec intégrateur, et puis on a des marchands qui font tout manuellement. Aujourd'hui les marchands qui font tout manuellement, ça reste de mémoire quasiment 50% de nos marchands. Donc c'est pas des marchands qui vendent en général sur beaucoup de marketplaces. Donc on va les accompagner là-dessus. Et on travaille aussi à développer des solutions pour aller un peu plus loin, parce qu'on a parfois des marques avec lesquelles on souhaite travailler qui ne savent pas aujourd'hui gérer par exemple la livraison client final, qui ne savent pas gérer le service client parce que ce n'est pas leur métier en fait, ils sont habitués à travailler en B2B. Du coup on a développé des services pour les aider là-dessus, et c'est des services qu'on propose aujourd'hui d'ailleurs à tous les marchands, pas qu'à nos marques. Okay. Aurélien, Leroy Merlin. J'avais une question pour Alice et Olivier. Jusqu'à où va l'intégration d'un seller ou son acceptation? C'est-à-dire, pourquoi Maison du Monde ne pourrait pas intégrer la marketplace Leroy Merlin et inversement, notamment sur les catégories déco, meubles ou autres, éclairage. Donc voilà. À qui répondra en premier? Je vous laisse. Ouais, je pense que nous, on ne serait pas fermés à intégrer Maison du Monde sur Leroy Merlin. Alors nous, on a eu des échanges.
Non, nous, en tout cas, sur un marché comme la France, où on a une notoriété qui est assez forte et on investit massivement dans notre notoriété en ligne et offline, on estime que notre travail il est plutôt d'aller tirer du trafic sur notre site pour ensuite le monétiser via nos marchands et puis via le retail média demain. Par contre, dans des géographies différentes, avec des positionnements de marque différents, la question se pose pour nous et on est en plein dans la réflexion. Mais sur notre marché clé, où on a un réseau magasin fort, une autorité très forte, pour nous, on est plutôt dans une optique de capter un maximum de trafic sur nos écosystèmes. Et juste pour ajouter, c'est une question qu'on a beaucoup d'opérateurs et on fait beaucoup de matchmaking. Nous, on appelle ça reverse marketplace et on a beaucoup de demandes, notamment d'opérateurs qui sont dans des pays européens différents. Par exemple, Debenhams est très agressif dans ses objectifs de croissance et eux rêvent d'avoir des enseignes françaises légitimes sur des verticales. On a un exemple, par exemple, aux États-Unis où il y a une grande chaîne de supermarchés qui s'appelle Kroger qui voulait se renforcer sur tout ce qui était maison via la marketplace. Et plutôt que de se lancer sur la catégorie maison qui, eux, était minuscule sur leur site e-commerce, ils ont pris comme gestionnaire de leur offre maison une autre marketplace Miracle qui s'appelle Bed Bath & Beyond, qui est un géant américain. Et du coup, cette marketplace vend sur la marketplace Kroger pour une catégorie entière. Donc je pense qu'il y a plein d'opportunités de ce domaine-là. Voilà, je crois qu'on n'a plus le temps pour d'autres questions, Michel. Donc, vous pouvez les poser en live avec les speakers sûr. directement après. Merci Exactement. beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.